notre premier invité, en fait, c'est un invité fidèle de la journée, puisque pour la troisième fois, il est parmi nous. Alors, c'est Monsieur Éric Dugas. Il est professeur des universités en sciences de l'éducation à l'École supérieure du professorat et de l'éducation d'Aquitaine, directeur du département recherche en sciences humaines et sociales. Il est aussi en charge de la mission handicap de l'Université de Bordeaux. Il est président de l'association et plateforme associée Carry-On. Après un diplôme d'études approfondies en sociologie et une thèse sur les transferts d'apprentissage à l'école qu'il effectue à l'Université Paris-Descartes, Éric Dugas poursuit ses recherches en convoquant plusieurs sciences sur ses objets d'études, notamment la sociologie, la praxéologie motrice, la psychosociologie, la théorie des jeux, l'étiologie, etc. En fait, il concentre ses travaux sur le thème de la mise en jeu corporelle, le bien-être relationnel, l'empathie et plus particulièrement sur la violence chez les publics à besoins éducatifs. Alors, en fait, il débute parce que il va, à travers sa présentation, en fait, qui s'intitule « Vivre ensemble et faire ensemble », c'est en fait, c'est une entrée en matière et il va en fait parler aussi de comment ça va s'agencer cette journée-là. Alors, Monsieur Dugas, à vous la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, très bien. Très bien. Il faudra me mettre en copartage pour que je puisse montrer mon diaporama. OK. Voilà. En tout cas, je voulais saluer. Malheureusement, je suis à distance. Alors, pas à distanciation sociale, mais à distance, malheureusement, concernant cette journée. Je viens avec plaisir chaque année, justement, auprès de la présidente de l'association CARD, qui est pour moi importante parce que c'est le reflet. Vous savez, il faut toujours dans la vie des exemples et des preuves. Et là, c'est une preuve de diversité, de véritable inclusion sociale où toutes les altérités, toutes les diversités, toute personne, justement, va être incluse dans la société. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une introduction au prisme, justement, de la Covid. C'est compliqué, ce sont des vrais dilemmes dans la vie sociale et on va refaire un petit historique depuis quelques mois sur la Covid pour après se dire mais en quoi justement tous ces dilemmes que l'on vit peuvent justement amener une problématique en lien avec la réussite scolaire. Alors, est-ce qu'on a pu partager mon écran? Pas encore, ça va se faire. Non, il faut que je partage mon écran. Sinon, okay. Alors je ne sais pas si je peux. Technicien, es-tu là? Oui. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Ah, super. Bon, eh bien, on va démarrer donc cette introduction concernant la réussite éducative à l'épreuve de la Covid. Mais il faut remettre un petit peu d'abord, d'un point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est une situation exceptionnelle qui nous arrive. On s'est retrouvé dans un monde où il faut, Claudia l'a dit, il faut savoir créer, inventer, réinventer un petit peu le monde. Alors, rapidement, pour brosser un petit peu mon intervention, je vois qu'il y a des problèmes de... Voilà. À distance, c'est moins bien qu'en présence, hein, on le sait bien. Voilà, donc, dans le principe, on a des dilemmes importants dès lors qu'on s'est mis en situation de Covid. Et ces dilemmes, ils sont bien sûr complètement pluriels. Alors, l'un des plus grands dilemmes que l'on peut avoir, c'est dans les choix du gouvernement, quel que soit le pays, doit-on privilégier la santé humaine ou la santé socio-économique?
Là, c'est intéressant. Souvent, on disait que la santé humaine, voire la santé tout court, était souvent un coût important. Et on s'aperçoit maintenant que justement, la santé humaine est peut-être plus importante que la santé socio-économique. Donc, ça remet l'humain justement à sa bonne place. Il y a d'autres dilemmes qui sont apparus avec la Covid. Les parents doivent-ils laisser leurs enfants à la maison? Ça, c'était juste avant pendant les confinements ou le déconfinement, ou choisir le retour en classe. Là aussi, il y a des peurs, des croyances concernant la Covid. Qu'est-ce qui va se passer si j'envoie mon enfant en classe? Et moi, d'un autre côté, qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas aller à mon travail? Donc, vous voyez que la vie fourmille de dilemmes de ce type. Et comment on doit se comporter justement dès qu'il y a eu le confinement? Comment m'occuper de mes enfants en lien avec justement les enseignants, comprendre ce qu'il faut faire, les devoirs, et ça, c'est pas évident du tout. Donc, vous voyez, au prisme un petit peu de la théorie des jeux, c'est se dire, mais dans ce genre de dilemme, qu'est-ce que je vais miser comme prix? Qu'est-ce que ça va me coûter? Et surtout, pour quel enjeu? Qu'est-ce que je peux perdre? Et donc, tous les jours, on est dans des situations, justement, de dilemmes. Alors, je vais vous raconter l'histoire des premiers dilemmes qui expliquent un peu les interactions qui se jouent entre les individus. Alors, vous savez, vous êtes parent, vous êtes enseignant, il y a le dilemme entre l'enseignant, son autorité, le savoir qu'il doit transmettre, et puis le récepteur qui est l'élève. Comment bien l'éduquer, le faire grandir dans ses apprentissages. Et puis, il y a aussi les dilemmes avec les parents et les enfants dans l'éducation, surtout dans une période parfois délicate qui s'appelle l'adolescence, où je suis entre l'enfance et le passage à l'adulte. Et donc, c'est souvent un passage qui est rempli de conflits, de difficultés. Donc, voilà un petit peu dans quelle situation on peut être. Et je vais vous relater l'histoire d'un premier dilemme. C'était en 1950 pour expliquer comment on peut se coordonner dans la vie sociale. Et vous verrez, ça va complètement dans le sens de ce qui s'est passé avec le Covid. Alors, si ça fonctionne, ça bloque. Voilà. Alors, regardez bien. C'est l'histoire de deux prisonniers qui sont justement pris au cours d'un larcin. Mais les policiers, ils hésitent. Sont-ils vraiment les auteurs de ce vol? On ne sait pas trop. Alors, le juge décide de leur proposer justement un dilemme. Donc, il va les prendre chacun de leur côté. Ils sont deux prisonniers. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas entendre la décision de l'autre. Et voici le contrat, et on parlera tout à l'heure de contrat social ou de contrat éducatif. Voilà ce qui est proposé à chaque prisonnier de façon séparée. Le juge lui propose ceci. Écoutez, si vous avouez alors que votre partenaire, lui, nie le délit, eh bien, si vous avouez, faute avouée, faute à moitié pardonnée, vous aurez que 1 an de prison. Vous voyez, c'est le -1 qui est là. Et l'autre, dans ce cas-là, il aura 10 ans de prison. Par contre, si vous avouez tous les deux, la faute est avouée, il faut aller en prison, et dans ce cas-là, vous aurez, vous voyez ici, 6 ans de prison. Et puis, si tous les deux nient le fait qu'ils aient fait ce larcin, eh bien, dans le doute, le juge donnera 3 ans de prison. Alors, dans ce petit jeu subtil, vous allez voir, du juge, regardez ce qui se passe. Mettez-vous à la place du prisonnier 1 et il va se poser des questions. Alors, le prisonnier 1, vous voyez, avoué, il ne sait pas s'il va avouer ou s'il va nier. Lui, il regarde les gains qu'il peut avoir ou les pertes en années de prison. 6 ans, 10 ans, 1 an ou 3 ans de prison. Et il a un petit peu peur. Il se met à la place de l'autre. Et il se dit, mais moi, est-ce que je dois avouer ou si je dois nouer? Et si je nie ou si j'avoue, ça dépend peut-être de l'autre. Alors, il va se mettre un petit peu à la place de l'autre. Et il va s'imaginer que le prisonnier 2, vous voyez, qui est en colonne, lui, s'il avoue ou s'il nie, qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez bien, il se met à la place du prisonnier 2, il a avoué,
Alors imaginez s'il avouait, qu'est-ce qui se passe? Il aura 6 ans de prison. Par contre, si le prisonnier 2, il nie le crime et que lui, il avoue, il a plus qu'1 an de prison. Donc, bien entendu, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Où il est gagnant et où il est perdant? Eh bien, forcément, 6 ans de prison pour lui, c'est dramatique. Ensuite, il se pose la même question, mais si le deuxième prisonnier, il nie? Et c'est là qu'on arrive à 1 an de prison. On fait exactement la même chose si je suis le prisonnier 2, qui va essayer de deviner ce que fait l'autre, et s'il ne change pas justement de tactique, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a un dilemme, forcément. Il regarde ses gains. Est-ce qu'il vaut mieux avoir, imaginons, 6 ans de prison ou 10 ans de prison? Donc forcément, 6 ans de prison par rapport à 10 ans de prison, il vaut mieux choisir 6 ans de prison. Et donc, si l'autre prisonnier avoue, dans ce cas-là, vaut mieux que j'avoue. La réciproque est vraie. On s'aperçoit qu'entre 1 an de prison et 3 ans de prison, il vaut mieux qu'il joue la carte avouée si l'autre nie. Alors, grosso modo, même si ça paraît compliqué, on va voir de façon très pragmatique après, il vaut mieux pour les deux avouer. S'il se méfie de l'autre, et dans la vie, est-ce qu'on est sur la coopération, la confiance en l'autre, ou plutôt on va se retourner vers soi-même, jouer plutôt égoïste et se méfier de l'autre? Alors, ce qui est intéressant dans ce dilemme, c'est que chacun va jouer sa stratégie dominante, parce qu'il vaut mieux, à un moment donné, qu'il ait 6 ans de prison plutôt que 10 ans de prison. Il vaut mieux qu'il ait 1 an de prison que 3 ans de prison. Mais en faisant comme ça, en jouant juste sur l'aspect de la stratégie qui est dominée, eh bien, on s'aperçoit que tous les deux, ils vont choisir 6 ans de prison. Alors que s'il y avait une confiance réciproque entre les deux, eh bien, ils auraient dit tous les deux, je vais nier le crime, je vais nier le délit, et dans ce cas-là, on n'aura que 3 ans de prison. Mais attention, vous avez bien compris qu'entre 10 ans et 6 ans, dans le doute de l'autre, je préfère jouer et j'avoue, et le second prisonnier va avouer. Ce dilemme, qui est assez intéressant, ça montre des effets pervers. Je peux avoir une décision qui est rationnelle, et là on va parler de la pandémie, mais l'agrégation de plein de décisions justement personnelles qui sont rationnelles va amener un collectif complètement irrationnel. Je vais vous poser un petit exemple très simple. Vous voyez, j'habite à Bordeaux, il y a la mer qui est pas loin, et toutes les personnes le week-end, fatiguées de leur semaine de travail, aiment bien aller à la mer. Et pour aller à la mer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'autoroute, on va se dépêcher le vendredi soir d'aller sur l'autoroute, prendre la voiture pour s'aérer et aller près de la mer. Alors, vous voyez, c'est rationnel, ils ont tout à fait raison de faire ça pour profiter un petit peu de leur week-end et se retirer du stress de la vie quotidienne. Mais si chacun a la même idée, ils vont tous se retrouver dans les embouteillages, comme il arrive à Montréal quand on sort de l'aéroport, aux heures de pointe, et donc ils vont tous se retrouver coincés sur l'autoroute, stressés dans la pollution à cause des voitures. Donc vous voyez qu'à un moment donné, on peut être rationnel dans ce choix, mais c'est l'interaction avec les autres qui peut nous amener un effet justement irrationnel. Alors regardons maintenant ce qui peut se passer. Et là, je reviens dans le temps avant le confinement. Le gouvernement s'est posé bon nombre de questions. La pandémie arrive, on est tous surpris en Europe, vous aussi, bien sûr, outre-Atlantique. Que doit-on faire? Et pour l'instant, pendant un mois et demi, on nous a dit, eh bien, écoutez, essayez de respecter vraiment le confinement, ou enfin, pas encore le confinement, mais respecter en tout cas votre éthique de vie, il faut limiter vos sorties, il faut essayer d'avoir des précautions sanitaires vraiment primordiales. Alors, si vous faites ça, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tous les citoyens vont faire ça? Alors, vous voyez, j'ai repris un petit tableau qui reprend l'histoire un peu des prisonniers, et là, vous comprenez bien que si une partie des citoyens décide de limiter leur sortie au strict nécessaire, comme indiqué, indiqué, ce n'est pas une obligation, c'est une incitation par les gouvernements avant les confinements,
et je tiens compte des précautions sanitaires. Et si tous les autres citoyens qui sont en interaction font pareil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr, la situation devient favorable pour chacun. Aussi bien sur le plan socio-économique, car je continue à aller travailler, je ne paralyse pas du tout la vie socio-économique et mon travail, et également sur le plan de la santé, si je fais attention à moi, je fais attention aux autres. Mais attention, certains citoyens peuvent avoir ce respect, cette éthique de vie vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des autres, mais certains, par contre, peuvent plutôt se dire, eh bien moi, je vais sortir, qu'importe les incitations, je ne vais pas prendre de précautions particulières. Alors vous comprenez bien que le citoyen, le C1, qui lui limitait ses sorties, respectait les choses, c'est pas bon du tout pour lui ce qui se passe, parce qu'il risque autant que celui qui fait des sorties d'avoir ses libertés limitées, et aussi il a un risque peut-être de santé. Donc vous voyez, il n'y en a qu'un qui gagne, et dans ce cas-là, ça devient déséquilibré entre ceux qui vont sortir sans prendre de précautions et ceux qui vont justement limiter leur sortie et faire attention. L'inverse est vrai, bien entendu, vous avez compris. Alors le plus compliqué, et c'est ce qui s'est passé dans bon nombre de pays, il y a une majorité qui ont préféré sortir, pas trop prendre de précautions vis-à-vis des personnes en vulnérabilité et les personnes aussi qui sont les plus fragiles, qui sont également les plus âgées. Et ce qui s'est passé, eh bien, ils ont privilégié ne pas changer leur quotidien. C'est ce qui se passe ici, vous voyez, là, deux rencontres de stratégie qui nous amènent à une situation très défavorable sur le plan sanitaire et donc obliger le gouvernement à aller sur des obligations. Plus que les incitations, il faut obliger si on n'arrive pas à respecter. Et donc, le gouvernement, en Europe, mais aussi, bien sûr, outre-Atlantique, a privilégié ceci. Alors, les conséquences, maintenant, sont très importantes sur le plan, justement, de la famille, des enfants, de l'école, des enseignants et des élèves. Alors, regardons maintenant, si je reprends la même chose, et voir si chacun va être un petit peu égoïste, aussi bien dans la famille, entre les parents, les enfants et les adolescents, ou entre les professeurs et les élèves. Alors, vous voyez, si chacun a une attitude plutôt égocentrée, il pense qu'à lui, ne veut pas forcément écouter ses parents, ne fait pas trop ses devoirs, n'a pas trop compris le sens, en fait, de l'école, il est sur son désir personnel. Et si, dans ce cas-là, les parents démissionnent, les enseignants aussi, on arrive à un maximum de déplaisir. Le maximum de plaisir, il serait que tout le monde ait une attitude coopérative, qu'on ait un objectif commun, qu'on arrive à négocier, qu'il y ait des règles partagées dans la vie sociale, dans la vie familiale et bien sûr à l'école. C'est donc là où apparaît bientôt le contrat. Un contrat dès lors qu'il y a des intérêts qui sont partagés. Donc vous voyez, une attitude, une personne qui veut aller vers l'altruisme, s'occuper de l'autre, prendre soin, comprendre qu'il faut travailler et être ensemble, et bien dans ce cas-là, dès lors qu'il y a des intérêts pour chacun et des intérêts qui sont partagés, il faut un système de contraintes qu'on peut appeler également un contrat. Avec la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, après, on le verra dans la journée, je pense, sur les témoignages, juste après, comment faire face à la Covid. On est à la maison, on a des parents qui sont obligés parfois de rester également à la maison. Et puis, peut-on tous ensemble réussir justement à faire l'école à la maison? Ce n'est plus l'école à l'école, c'est l'école à la maison. Et là, c'est intéressant de se poser la question des jeunes les plus fragiles, les familles les plus fragiles. Et c'est là qu'il faut une cohésion, un contrat qui nous lie tous pour justement réduire les inégalités. Donc, vous voyez, pour décider de nos actions... Oui ? Excusez-moi de vous interrompre, je veux juste Oui. informer nos participants qu'on filme, on enregistre toute la journée. La première chose. La deuxième, c'est qu'on va prendre aussi des photos.
Merci, excusez. Ah, d'accord. Ah, pas du tout. Donc, ben justement, vous voyez, c'est un contrat à accepter ou pas d'être pris en photo ou d'être filmé. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant quand même à voir, je vais revenir sur maintenant la pandémie, parce que forcément, cette situation a pu creuser les inégalités pour certaines familles, des difficultés pour aller vers la réussite éducative. On a eu des enquêtes récentes, hein, aussi bien d'ailleurs en France qu'ailleurs, qui nous révèlent que les enfants, au bout d'une petite année de pandémie, arrivent à moins bien lire. Ils écrivent moins bien. Même les enfants, parfois, le révèlent. Donc, il y a du retard. Il y a des difficultés. Les parents, là aussi, ils sont pris dans un étau. Comment je peux faire pour aider mon enfant dans une école à distance, malgré bien sûr tout ce que font nos enseignants? Est-ce que je peux être aidant? Est-ce que je peux faciliter justement l'apprentissage pour mes enfants? Il y a une enquête qui a été faite très récemment, qui est assez intéressante. Dans cette enquête, ça révèle, et ça c'est intéressant pour les inégalités. Souvent on dit que les parents ou les enfants des classes populaires par rapport aux classes dites entre guillemets supérieures s'intéressent moins ou suivent moins leurs enfants que ceux des classes supérieures. Eh bien, vous voyez, une enquête qui a été faite sur des milliers de familles en Europe, en France, puis après en Europe, et qui va s'internationaliser, révèle que justement, les personnes, les familles qui sont plus en difficulté socio-économique ou socio-culturelle, eh bien, passent pas moins de temps à l'accompagnement scolaire quand ils sont chez eux à suivre leurs enfants que ceux des familles, justement, des classes dites supérieures. Vous voyez, c'est enlever quelques représentations, quelques croyances erronées vis-à-vis, justement, d'une certaine classe de la population. Et même parfois, ils passent un petit peu plus de temps avec leurs enfants. Par contre, la difficulté du coronavirus, et peut-être qu'on va pouvoir en parler, et toute la journée, c'est essayer de trouver des solutions, et sur les années qui viennent, c'est se dire, mais malgré, et là c'est la suite de l'enquête, malgré le travail des enseignants, il y a des obstacles justement à bien suivre ces enfants qui sont à distance pendant les confinements. La distance matérielle amène des obstacles, des difficultés qui sont liées à bien expliquer, par exemple, les attendus de l'école. Il y a parfois des familles qui n'ont pas les codes de l'école, des personnes qui sont venues récemment, par exemple, au Canada, qui ne maîtrisent pas forcément non plus la langue, les codes également culturels, les codes sociaux, les codes de l'école. Et donc, l'explication bien dite, la compréhension des consignes de l'école vis-à-vis sont les savoirs engagés quand on est élève et quand on est parent de ces élèves. Difficulté aussi de répondre aux exigences numériques. Est-ce que tout le monde peut en effet se munir d'un ordinateur qui permet justement ce travail à distance? Et plus que l'ordinateur, est-ce que moi, dans mon habitat, là aussi, il y a des inégalités. Est-ce que je vis tout seul dans ma chambre? Est-ce que je peux me concentrer justement sur les devoirs? Est-ce que j'ai assez de place? Vous voyez, c'est le rapport souvent entre le mètre carré qu'il y a dans les espaces où l'on vit, chez soi, et puis le nombre des personnes qui y habitent, ce qu'on appelle la densité. Là aussi, ça peut être un frein. Donc, vous voyez, la place, les outils, tout ça est une approche qui révèle qu'il y a des difficultés. Certes, mais ces difficultés, du fait que les parents sont toujours volontaires, veulent aider à la réussite de leurs enfants, il faut un partage, il faut une approche très systémique, on l'a dit, j'ai entendu en introduction, de la communauté, des parents, des professeurs, des politiques, du tissu associatif, dont CARD en est justement un exemple. C'est à partir de toutes ces interactions-là, dans le même sens, dans le même but, qu'on va pouvoir avoir un espoir. Car je pense que la pandémie, et je reviens sur mes premiers propos, la pandémie a été exceptionnelle et a questionné beaucoup
les personnes sur notre existence. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est un bonheur économique ou un bonheur de vivre ensemble, d'aider les plus fragiles? Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de tous. Et il y a donc un espoir. Je terminerai là-dessus parce que j'interviendrai cet après-midi avec des petits films et des exemples très, très concrets, contrairement à mon introduction, d'expliquer les problématiques de la réussite, justement en lien avec des discriminations. Et je partirai sur une des discriminations qui existent, c'est le handicap. En tant que chargé de mission handicap, je connais bien. Eh bien, vous voyez, les difficultés qu'on peut avoir, c'est de se dire que dans la famille, il faut essayer, en tout cas peut-être, de créer une bande d'adultes avec, vous voyez, quand on parle de bande de jeunes, de bande d'adultes, l'école, l'équipe, les parents, ensemble, dans un même but pour éviter les effets pervers qu'on a dit tout à l'heure. Donc, allez tous vers, justement, la même ambition. Il faut se former aux situations multiples. La pandémie l'a très bien montré, et comme j'écris, comme un caméléon sur une jupe écossaise, c'est même le titre d'un ouvrage canadien. Et donc, il faut arriver, justement, non pas à s'adapter, mais s'adapter à s'adapter, et c'est ce qu'il faut faire, mais il faut une communauté pour ce faire. Il faut oser vivre le conflit quand il y a des conflits, et je vous ai montré que par ces petits dilemmes qu'il y a, comme les prisonniers, il y a un conflit entre est-ce que je vise mon intérêt personnel ou est-ce que je vise l'intérêt collectif. Si j'ai confiance en l'autre, in fine, comme l'a montré le dilemme, eh bien, en ayant confiance à l'autre, j'y gagne parce que les interactions positives vont nous amener justement à mieux réussir ensemble. Donc, oser vivre le conflit. Le conflit permet de mettre des gens autour d'une table, mais aussi, il faut refuser l'escalade. Il faut donc un contrat, des normes, des règles. On en parlera sûrement cet après-midi, aussi bien à l'école que dans la société que dans la famille. Il faut savoir gérer la crise, et c'est ces 4 principes qu'avait donné Éric de Barbieux, qui avait amené à l'époque notre ministre de l'Éducation au Canada, pour prendre quelques exemples là-dessus. Donc, la question qu'on pourra se poser, c'est comment entretenir ce contrat social qui est demandé par tous, comment aussi former les parents qui veulent, justement, quand l'école est à la maison. C'est un travail très collectif et très important. Je terminerai par une simple anecdote dans les fameux dilemmes pour vous montrer l'importance des contrats et pourquoi il faut un contrat. Je vais vous expliquer au temps de l'homme à la préhistoire. Imaginez que 2 chasseurs décident d'aller chasser le cerf. Alors, pour aller chasser le cerf, c'est compliqué, ça peut mettre toute une journée, il peut ne pas venir, donc ça demande beaucoup de constance. Et donc, ils vont se placer à 2 endroits différents et ils attendent. Mais que se passe-t-il si à un moment donné, il y a un lapin qui passe et que l'un des 2 chasseurs décide de le tuer? Eh bien, s'ils décident de le tuer, déjà, ils y perdent tous les 2. Un lapin se partager, c'est moins important qu'un cerf, mais c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose que rien du tout si le cerf n'était pas venu. Maintenant, la question que je vous pose, mais est-ce que le chasseur qui voulait attendre le cerf et qui a vu son collègue tirer sur un lapin, est-ce qu'il peut lui en vouloir? S'il n'y a pas eu de contrat avant, s'il n'y a pas eu justement une convention entre les 2 au départ, il ne peut pas lui en vouloir. Donc vous voyez, dès lors qu'on a un intérêt qui est commun, qu'on veut partager, alors il faut mettre justement un système, parfois de contraintes, mais un contrat avec des règles qui vont permettre justement ces règles de mieux s'épanouir. Donc vous voyez, je pense qu'on va pouvoir parler de cela, des contrats formels, informels, dans la famille, dans l'école, dans la société, pour justement arriver à vivre ensemble. Et vivre ensemble, pour moi, ça ne suffit pas, parce que sur une planète, forcément, on vit ensemble. Ce qui est le mieux, c'est aussi le faire ensemble. Et c'est pour ça qu'un contrat, parfois, peut nous amener à faire ensemble pour l'intérêt de tous. C'est ça qui est intéressant. Alors, notre présidente Claudia a repris justement des mots qui sont importants. Je reprendrai celui de Cyrulnik, une belle phrase pour moi, en tout cas une belle expression. La créativité, c'est ça la force
aussi des humains, doit inventer un nouveau monde pour changer celui qui fait souffrir, en tout cas pour certains. Et dans ces moments de pandémie, je pense qu'il faut faire force de créativité, d'invention. Et je terminerai là-dessus, et ça j'y crois fortement. Le rêve n'est pas qu'illusion, et je pense que les interventions et les preuves qui vont arriver pendant ces quelques heures vont nous l'apporter de façon très palpable. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, et je reviendrai tout à l'heure sur le handicap, justement pour essayer de se mettre à la place de l'autre, de penser ensemble et de vivre avec nos différences, ce qui est une richesse en général, dès lors qu'on se prend la peine d'éprouver l'autre, d'être en résonance, comme on dit, émotionnelle avec l'autre. Merci, Monsieur Dugas. Je crois que le mot contrat n'a jamais eu autant d'importance durant cette crise. Et d'ailleurs, notre Premier ministre du Québec, justement, il nous demande de faire un contrat moral. Alors, il nous autorise à fêter Noël durant 4 jours avec un contrat moral, à savoir qu'on doit s'isoler une semaine avant les fêtes et une semaine après les fêtes. Donc, juste pour vous donner une idée du contrat que nous avons.